même si les jeux à règles ou les jeux de société, les jeux éducatifs ont leur fonction, elles n'exigent pas de l'enfant qui joue les mêmes qualités et elles ne sollicitent pas les mêmes zones cérébrales. Et bien sûr que la réflexion personnelle y joue énormément, ainsi que l'esprit critique, parce qu'à force d'échanger avec les uns et les autres et de défendre, comme on dit, son bout de gras, et de dire non mais c'est pas juste, là, hier t'as dit que tu étais le chevalier, puis aujourd'hui on exerce son esprit critique, ainsi que l'autonomie. Et donc je pense qu'il y a... Et alors, ce sont la confiance en soi, l'empathie, la gestion des émotions, la qualité de communication, ce sont des compétences qu'on appelle des compétences douces, entre autres. Il y a d'autres compétences douces que ça, mais ce sont des compétences douces, des compétences relationnelles. Et ce que je remarque, si vous avez écouté l'actualité comme moi, ces dernières semaines, on a surtout parlé de la course au réarmement, on a surtout parlé de la nécessité de développer les recherches technologiques, techniques ou scientifiques, et mon propos n'est pas de remettre en question ça, parce que je n'ai aucune compétence par rapport à ça. Mais ce que je remarque, par contre, ça c'est mon champ de compétence, je remarque qu'il n'y a aucun discours pour dire c'est vraiment très important de permettre à nos jeunes de développer ces compétences douces, parce que ce sont ces compétences qui vont opérer de la pacification dans un groupe, parce qu'elles nous permettent de prendre soin les uns des autres, l'empathie. Elles nous permettent de construire ensemble plutôt que de détruire l'autre. Et elles nous donnent de la joie, parce que quand on prend soin de soi, en retournant l'attention à l'intérieur de soi, quand on prend soin de ses émotions, quand on les exprime, quand on les laisse vivre, ça donne de la joie et de l'élan. Et je pense que les défis de demain nous demandent d'aider nos enfants à développer ces compétences douces ou à les conserver. Je pense qu'ils les ont assez naturellement. Alors, le rôle de l'éducateur. Je regarde un peu mes notes, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Alors, avant de parler du rôle de l'éducateur, je voudrais signaler que, alors, vous allez sortir d'ici en ayant écouté une conférence qui s'appelle le jeu libre. Ne croyez pas, j'espère que vous ne croyez pas, que vous savez qu'il n'y a pas que le jeu libre pour développer tout ce que je viens de vous développer. Il y a plein d'espaces de liberté. Donc il y avait la motricité libre d'Amy Pickler quand le petit de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans aujourd'hui était un bébé. Il y a aussi une activité qui s'appelle la peinture libre qui permet d'explorer aussi tous ces domaines-là d'un homme qui s'appelle Arnold Stern. Il y a les textes, donc par exemple quand on met un pot de peinture et des pinceaux dans les mains des enfants, bien sûr qu'il y a des moments où on peut leur montrer des gestes techniques, on peut leur montrer plein de choses, mais c'est important aussi qu'il y ait des moments où ça leur est permis de laisser courir ce pinceau librement pour que leur monde intérieur puisse s'exprimer. Puis il y a les textes libres de la pédagogie freinée. Vous savez, les textes libres, dans la pédagogie freinée, c'est des moments où les enfants font des petites sortes de rédaction. Et au lieu que ce soit un sujet imposé, c'est un moment où l'enfant va parler de ce qui l'habite, de ce qui l'intéresse. Dans les familles, c'est souvent des enfants qui écrivent des romans ou des bandes dessinées. Ceci pour vous signaler que si l'enfant n'aime pas jouer, c'est assez rare, ça peut arriver, n'en faites pas une fixation. Peut-être qu'il préfère peindre, peut-être qu'il préfère écrire,
Peut-être qu'ils préfèrent bricoler librement. Ah oui, le bricolage, c'est un truc sacro-saint où il faut des gestes comme ça, une méthode comme ça, et il faut oser leur laisser les outils et qu'ils font ce qu'ils veulent. Mais nous, à côté, bien sûr, on veille au grain, mais ils apprendront les gestes plus tard. Ou encore la parole libre. Et il y a des enfants qui aiment bien parler. Et qu'on ne leur pose pas trop de questions et qu'on les oblige à répondre à nos questions. Laissons-les parler librement de ce qui les intéresse et nous, on est là pour écouter, pour accueillir. Et puis après, la liberté de choisir son camp de vacances, ses vêtements, son orientation, mais tout ça, c'est la même liberté accordée qui s'enracine dans les mêmes instances intérieures. Donc voilà. Donc notre rôle, s'il y a le rôle de l'éducateur, c'est de veiller à ce qu'il y ait ces espaces-là pour que l'enfant puisse s'en saisir pour explorer son monde intérieur et l'exprimer. Alors, pourquoi il y a ça tout de suite? Je vais regarder. Ok, ça va. Et donc, je vais me lever, Audrey. Oui, t'en fais pas. Fais comme c'est toi qui fais. Et donc, avant de parler du rôle de l'éducateur, je voudrais quand même vous rassurer, en tout cas les parents, que je voudrais rassurer. Ça ne veut pas dire que pour qu'ils se construisent bien, il faut les laisser libres 100% du temps, qu'ils font ce qu'ils veulent. Ne sortez pas de cette salle en croyant cela. Et donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle « La dualité en éducation ». Et je voudrais signaler par là que notre monde est fait de dualité. Le jour va avec la nuit, la chaleur avec le froid, la méchanceté avec la gentillesse, ainsi de suite, le blanc avec le noir. Et donc, la liberté va de pair avec les contraintes. Il n'existe pas de monde où il n'y a que liberté. Et le monde où il n'y a que des contraintes, eh bien, c'est pas bon non plus. À chaque fois que vous constatez que vous ne faites qu'une chose, dites-vous, attention, je vais aller droit au mur. Et donc, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être libre, pour explorer sa liberté, pour peindre librement, pour parler librement, pour jouer librement. Puis il y a un temps pour se soumettre aux contraintes. Et ça fait partie de notre rôle d'éducateur, qu'après un temps de jeu libre, de dire, bon, maintenant c'est l'heure du devoir, et puis on ne discute pas, hein, c'est pas parce qu'on a joué librement qu'on va remettre en question les devoirs, la douche, le rangement de la chambre, tout ce qu'on veut. Donc il faut que ce soit très très clair dans notre tête, ça. Parce que quand c'est pas clair dans notre tête, eh bien, le petit gamin, il va essayer de grignoter du terrain. Et après, y a la raison de la dualité, c'est une raison. La deuxième raison, c'est que si vous n'avez aucune contrainte, et si vous faites ce que vous voulez, et si votre chambre est dans une pagaille pas possible, et que votre classeur est dans un état innommable, ben à l'intérieur de vous, on peut être sûr que c'est à peu près le même état. Et alors, vous savez, l'objectif du jeu libre, c'est quand même de permettre à la petite graine de la potentialité d'émerger et d'être saisie par l'enfant pour qu'il l'exprime à l'extérieur et qu'il entraîne pour qu'il devienne capacité-compétence. Et on a vu, par exemple, ben c'est très simple, c'est un enfant, qui va apprendre, qui va savoir grimper. Et bien à ce moment-là, on va voir dans son jeu libre qu'il va grimper partout. Parce qu'il y a la potentialité de grimper qui pousse, et donc il va s'entraîner. Oui, mais une graine, elle pousse quand il y a un peu de cailloux. Mais s'il y a une montagne de gravier comme ça, hein, je fais référence au bazar de Dansoir, parce que c'est le bazar à l'extérieur partout, dans la chambre, dans le cartable, dans les devoirs, dans le classeur, et bien s'il y a une montagne de gravier, et bien la graine, elle ne peut pas pousser. Et un enfant qui est dans trop de bazar, il retourne dans lui, il ne sait même pas par quel bout prendre,
Il ne sait même pas ce qui l'habite pour pouvoir se saisir de quelque chose, pour l'exprimer à l'extérieur. Et cette prudence faite, passons au rôle de l'éducateur. Ce qui aide, c'est d'organiser les conditions matérielles, c'est par la présence et bienveillance soutenir les initiatives et aider à l'expression personnelle en répondant à la demande. Mais avant de développer ça, je voudrais ajouter une chose très importante que j'ai oubliée. Ce qui aide, c'est de laisser l'enfant s'ennuyer. Et de ne pas se précipiter à organiser quelque chose pour pas qu'il s'ennuie. Parce que c'est à partir du vide, à partir de l'ennui, qu'on va faire un retour vers soi et qu'on va entendre la petite voix intérieure nous dire quelque chose de nous-mêmes. Et si un enfant a un emploi du temps de ministre, qui passe d'une activité à une autre, qu'il a tellement l'habitude de vivre à l'extérieur, dans un rythme trépidant, cet enfant-là, il va être en difficulté. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais c'est juste un changement trop radical de posture. Il va être en difficulté d'aller à l'intérieur de lui et d'écouter la petite graine qui veut pousser, le besoin de ça ou le chagrin de machin. Voilà. Donc l'ennui. Et alors, comment on fait quand un enfant... donc l'ennui, et maintenant on passe à la deuxième condition, organiser les conditions matérielles. Et donc c'est l'occasion pour moi de vous redire, si je n'ai pas dit, que ce n'est pas la peine de dépenser des 1000 et des 100 pour organiser une pièce qui va permettre à votre enfant de jouer librement. C'est pas la peine d'acheter le dernier gadget qui sort sur le marché qui va lui permettre de s'intéresser au jeu libre. Non, le dernier gadget qui sort sur le marché là, qui fait du bruit et qui possède 30 000 touches, il va jouer un petit moment, puis il va s'enlacer parce que c'est tellement sophistiqué que ça ne permet aucune expression de soi. Parce que cette pièce-là, c'est l'expression du concepteur. C'est pas l'expression de l'enfant. Pour que l'enfant puisse s'exprimer, il a besoin de choses très rudimentaires, très simples, comme je vous ai cité tout à l'heure. Un carton vide, 3 planches de bois, 2 bouts de tissu, un bac à sable propre, bien sûr, quelques seaux, une bassine d'eau avec des contenants de différentes tailles, des choses très très simples. Et c'est sur ces choses simples qu'il va falloir et qu'il va pouvoir projeter son monde intérieur dessus. Quand c'est tout fini et trop sophistiqué, c'est déjà tellement rempli que lui, il se trouve bloqué devant tous ces objets bien finis, bien fignolés. Donc, les conditions matérielles, c'est juste être disponible, parce que on imagine, vous décidez à la crèche ou je ne sais pas où, que voilà, ce matin-là, voilà, 1 heure d'activité libre. Ou dans la famille, dimanche, 1 heure d'activité libre. Et ce que vous risquez très souvent, c'est que le gamin, il va venir vous voir et il va vous dire, est-ce que tu as ça, est-ce que tu as ça, est-ce que tu as ça et tu as ça. Et vous avez envie de lui dire, mais attends, il y a déjà ça, tu ne peux pas jouer. Eh bien non, parce que ça, eh bien son imaginaire n'arrive pas à se projeter dessus. Il n'en a pas besoin. Et c'est ça, organiser les conditions matérielles. Savoir que quand votre enfant joue librement ou quand les enfants de la crèche jouent librement, mais ce n'est pas forcément un moment où vous allez être disponible pour faire, je ne sais pas quoi, votre couture, le ménage. Vous pouvez le faire, mais attendez-vous à être dérangé, parce qu'on va vous demander du matériel. Ouais. Donc c'est ça surtout. Et puis on a vu tout à l'heure par le processus de résonance combien jouer librement demande à l'enfant un retour profond en soi. Et donc un jeu libre, c'est compliqué quand c'est au milieu du va et du vient des gens, quoi.
dans le couloir par exemple, si c'est, ou à l'entrée, là où tout le monde passe. Parce que l'enfant est sans arrêt dérangé de son activité qui est en fait très très méditative. Et je signale aussi que les jeunes enfants jouent très bien librement dans la même pièce de vie que les adultes. Ils ont horreur